Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 18e étape de cette Vuelta 2024. On va revenir un petit peu sur le parcours, sur l'histoire de cette étape, le cycliste ou les cyclistes du jour, et puis on parlera du programme en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris, quelle est votre grosse cote pour cette journée. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis également pour me soutenir, eh bien, quand vous avez ajouté la petite cloche, plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification de vidéo, et bien juste après sa mise en ligne, et bien plus elle est mise en avant par YouTube, donc potentiellement ça peut m'aider dans la progression de la chaîne. Et puis je salue également les derniers abonnés qui sont abonnés il y a quelques jours pendant cette Vuelta notamment. Étape numéro 18 de cette Vuelta, et bien que dire, pas assez dur pour les grimpeurs du général, mais trop dur pour les sprinteurs. C'est un petit peu le résumé de cette journée. C'est-à-dire que pour moi c'est trop dur pour les sprinteurs. Contrairement à la veille, les côtes sont un peu plus tard dans la journée, notamment la deuxième côte est un petit peu plus tard, et puis même la fin d'étape, il n'y a certes pas de côte au classement de la montagne, mais c'est mal plat vraiment sur la deuxième partie de journée. Les difficultés se concentrent quand même plutôt sur la deuxième moitié d'étape, mais c'est en même temps pas suffisamment dur. La côte la plus dure, elle fait 5 km avec 2-3 km, enfin avec des gros pourcentages, mais c'est que 5 km. Et on est à 46 km de l'arrivée, c'est-à-dire qu'après derrière, qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas réussi à faire des écarts, même si c'est sprint bonification. Donc voilà, c'est pas assez dur d'un côté, trop dur de l'autre. C'est typiquement l'étape de troisième semaine pour des baroudeurs. C'est-à-dire que c'est typiquement l'étape où peut-être qu'en première semaine, on aura peut-être tenté des choses et où en troisième semaine, on ne tente plus. En plus, du côté des sprinteurs, il n'y a plus Van Aert. Donc Caden Groves a déjà remporté des étapes. Bittner en a gagné une. À part un Corbin Strong qui pourrait être intéressant, mais de toute façon, Corbin Strong, il battra ni Caden Groves ni Bittner à la régulière. Donc, à part une échappée, je vois difficilement comment on peut s'en sortir de cette étape autrement. Étape de transition, et puis en plus, je ne vois pas les leaders du général véritablement se battre parce qu'ils savent que demain et après-demain, surtout, ça va être du sacré haut niveau. L'étape de samedi fait peur, l'étape de l'arrivée de vendredi est costaud, et on sait que ces trois dernières étapes seront cruciales pour le général, car absolument rien n'est décanté dans ce top 10. Donc autant vous dire qu'on va plutôt se contenter des étapes de vendredi, samedi, dimanche, et je ne suis pas sûr que sur cette étape de jeudi, on tente énormément de choses. Dénivelé positif, 2699 mètres, c'est la 12e étape dans ce classement. On regarde tout de suite la présentation du parcours. Étape du côté du Pays Basque pour cette 18e journée de course, 180 km au programme entre Vitoria-Gasteiz et le Maeztu, parc naturel de Iski. Un début de journée, donc voilà, vous voyez deux côtes au programme de cette journée au classement de la montagne, mais il y aura pas mal de petites bosses, notamment dans le final, qui ne sont pas au classement de la montagne. On commencera du côté de la Vitoria-Gasteiz avec kilomètre 24. La Terreira, 2 km 9 à 6,5 de moyenne. Et puis on redescendra vers Vibabellosa et Berganzo, qui sera quasiment le pied de la première difficulté du jour au classement de la montagne, l'Alto de Rivas de Terezo. 11 km à 3,4 de moyenne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on la met en deuxième catégorie cette montée? Je n'ai pas la réponse non plus, parce que ouais, c'est quand même très plat. Ouais, j'ai du mal avec la classification des côtes sur cette Vuelta, parce que je trouve que voilà, par exemple cette montée là, j'aurais mis peut-être sur quelque chose de différent. Donc il y aura un passage notamment à 6,5% du côté de l'Alto des Rivas de Terezo, mais sinon voilà, c'est pas très compliqué, c'est très roulant. On redescend vers El Ciego, une petite bosse de 900 mètres à 7,9%.
Et puis on rentre au Puerto de Herrera. Côte de première catégorie qui sera bonifié au niveau des secondes au kilomètre 134,5, c'est-à-dire qu'on est quand même à encore 46 km de l'arrivée. Et ce Puerto de Herrera, c'est 5 km 6 à 8,3 de moyenne. Donc vous voyez, comme ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est une montée assez courte, mais avec des forts pourcentages, notamment 10,9% et 9,1%. Là aussi, on est entre la limite entre la première et la deuxième catégorie pour moi, parce que c'est quand même court pour une première catégorie, 5 km 6, et c'est court et malgré tout, on n'a pas que des pourcentages au-delà de 9%. Donc on est un petit peu entre les deux. Et puis on redescendra. Encore quelques bosses, notamment une de 2 km 9 à 4,6 de moyenne. On passera à Vide la Fria pour le sprint intermédiaire au kilomètre 157,5. Avant la montée, la dernière montée, 2 km 3 5,1 de moyenne. Sommet au kilomètre 174,5 comme vous pouvez le voir. Et ensuite, eh bien, on aura un peu de descente pour clôturer cette journée et un léger faux plat montant dans les 700 derniers mètres de cette étape. On regarde tout de suite le final. Donc vous voyez la descente, hein, comme on le disait, donc ça grimpe jusqu'à 4 km et puis ensuite descente extrêmement rectiligne, hein. Il y a 2, 3, 4 virages, un grand maximum dans cette descente. On arrivera vite donc dans le dernier kilomètre avec voilà un petit virage assez ouvert, 120-130 degrés, comme on pouvait le voir à 1 km 200 de l'arrivée, avant un virage en angle droit qui lui sera à 200-300 mètres de l'arrivée. Donc là, un virage beaucoup plus dangereux et une dernière ligne droite qui sera extrêmement courte pour les coureurs. La météo de cette journée dans le Pays Basque notamment, eh bien une journée qui sera nuageuse, fraîche, très fraîche même, avec seulement 15 à 19 degrés. Ça ne m'étonnerait pas que des coureurs remettent des manches longues, par exemple sur cette étape. Et oui, on arrive en septembre. Et puis un vent de nord aux alentours de 20 km par heure, donc assez léger. Mais ouais, un temps très frais, et ce qui annonce une dernière semaine très fraîche aussi. Donc il faudra se méfier vendredi et samedi. Là, on aura un petit peu plus de dénivelé positif et des montées un peu plus longues et un peu plus hautes en termes d'altitude. On regarde tout de suite la partie histoire de cette vidéo. Du côté de l'histoire de la Vuelta, on part de Vitoria-Gasteiz, une ville qui est assez connue, notamment pour avoir accueilli c'est la 39e fois que la Vuelta passera par cette commune. Le Tour du Pays Basque y est souvent passé, notamment. Et puis on a bien la Vuelta, dernier passage en 2022, c'était lors de l'étape numéro 4. Étape numéro 4 qui passait également par le Puerto de Opaqua et le Puerto de Herrera en fin de journée. On partait déjà de Vitoria-Gasteiz, c'était 152 km. Et c'était un certain Primož Roglic qui avait réussi à battre Mats Pedersen et Henrik Mas avec Quentin Paché et Sivakov, un sprint assez improbable. Il y avait déjà Ben O'Connor qui avait fini 6e ce jour-là sur cette journée. On avait Ethan Etter aussi, Geoghegan était déjà là aussi, Sepp Kuss aussi était présent sur cette journée de compétition du côté de cette étape. D'autres arrivées, le Tour de France également, y est passé en 2023 lors de l'étape numéro 2. On partait de Vitoria-Gasteiz pour aller à Saint-Sébastien. Ça avait réussi à Victor Lafay qui avait battu Van Aert et Tadej Pogačar ce jour-là. Donc ça avait été une grosse étape. On poursuit avec la montée de l'Alto de Ribas de Terezo. C'est le premier passage du Tour d'Espagne dans cette montée d'une course professionnelle, dans cette difficulté. Et puis le Alto de la Herrera, donc encore une fois la Vuelta en 2022. On avait eu le Tour du Pays Basque la même année, de la première étape. Premier passage, c'était sur la Vuelta en 1965. À l'époque, c'était une étape entre San Sebastián et Victoria. Et c'était Rick Van Looy qui s'était imposé devant Jos Preut
Et deux Français étaient dans le top 10, Jean-Claude Villemain et Lucien Aymar de l'équipe Ford France Gitane. Jean-Claude Villemain qui remportera même une étape de la Vuelta en 1965. Ça sera une course où il sera, voilà, où il aura un très gros niveau sur cette année-là. Et Lucien Aymar qui remportera le Tour de France 1966. On en avait déjà parlé. Et qui, dans cette Vuelta 1965, finira 11e du général, voilà, cette année-là, sur cette épreuve. Et il aura du mal à enchaîner derrière avec le Tour de France. Hein. Parfois, c'était compliqué d'enchaîner les différentes épreuves sur la saison. Et puis, on termine sur le parc natural de Ischia à Maeztu. Et là aussi, premier passage de la Vuelta dans cette ville d'arrivée. On regarde tout de suite les coureurs, les cyclistes du jour. Je commence avec Francisco Galdos, coureur professionnel entre 1969 et 1980. Il a quasiment passé toute sa carrière dans l'équipe CAS, sauf sa dernière année, en 80, où il est dans la première équipe qu'elle met de l'histoire. Meilleur grimpeur du Tour d'Italie en 1975 et deuxième du général de cette même course. Vous avez également un coureur qui a fini deuxième de la Vuelta en 1979, vainqueur du Tour de Romanty en 75, du Tour de Cantabrie en 77 et 76, qui était une course importante à l'époque. Voilà, coureur avec 13 victoires chez les professionnels et 21 participations à des grands tours, 4 Vuelta, ce qui est assez rare pour un Espagnol, 6 Giro et surtout 11 Tours de France à son actif. Je crois quasiment un par an. Là, je pense qu'il n'a jamais dû rater la Vuelta, le Tour de France dans sa carrière, ce qui est assez dingue. On va vérifier ça, mais ouais, 69. Ah si, il n'a pas fait le Tour de France 72. Voilà, c'est le seul Tour de France qu'il a raté de sa carrière, ce qui est assez dingue quand même du côté du palmarès. Et lors de sa dernière année chez les professionnels, il fait quand même 8e sur le Tour d'Espagne en général. Et pourtant, voilà, après 12-13 ans de carrière, c'était assez fort. Ion Izagirre également, et pas très loin du lieu de déroulement de l'étape, vainqueur d'un Tour du Pays Basque en 2019, 2 étapes du Tour de France en 2016 et 2023, une étape du Tour d'Italie et une étape du Tour d'Espagne. Ça fait partie des rares coureurs qui ont gagné sur les 3 grands tours. Il a mis du temps avant de gagner sur le Tour d'Espagne. Ce ne fut pas forcément facile. Coureur qui était pur produit de Euskaltel-Euskadi, était passé par Orbea en 2010 avant d'aller chez Euskaltel. Et ensuite, eh bien, dès 2014, il avait rejoint la Movistar, alors que l'équipe basque existait encore, avant d'aller chez Bahreïn, Astana et Cofidis. Depuis 2022, un contrat jusqu'en 2025 pour Ion Izagirre. Déjà 18 grands tours à son actif, 10 Tours de France, 3 Giro et 5 Vuelta. Et il est présent sur cette Vuelta avec déjà 4 échappées à son actif du côté de cette épreuve. Voilà, hein, il a été très très présent, notamment à la Lagos de Covadonga, au Puerto Negru, à Cazorla, on l'a vu en échappée, même si la réussite n'a pas forcément été là. Meilleur résultat de la saison, une 4e place sur le Grand Prix Miguel Indurain. Pour le moment, ça n'a pas été une année forcément excellente pour Ion Izagirre. Il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, le coureur basque. Et puis Victor Delaparté, lui il est né à Vitoria-Gasteiz, coureur de Euskaltel-Euskadi, alors qui ne fait pas cette Vuelta. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse la Vuelta vu qu'il était coureur d'Euskaltel-Euskadi. Il est passé chez Cara Rural, chez Movistar, chez Total Energy, notamment dans sa carrière, Victor Delaparté. Cette année, en termes de résultats, c'est assez moyen, voire même médiocre, hein, seulement 31 points UCI pour le coureur espagnol, mais ça fait 3 ans que c'est un petit peu compliqué pour Victor Delaparté du côté du coureur espagnol. Je l'ai mis en flop il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était pas la Classica San Sebastian, où je l'ai mis en flop Victor Delaparté. Parce que j'avais trouvé que voilà, en termes de résultats, c'était pas fou. Et puis Oya Lascano, également de Vitoria-Gasteiz, grande saison
cette année de Oyar Lascano, qu'on a énormément vu sur le dernier Tour de France. Plus discret sur ce Tour d'Espagne, il a quand même pris 2 échappées. Et puis 9e du Dauphiné, notamment vainqueur de la Classica Rennes Parisor, 3e de Kurn-Bruxelles-Kurn. Du côté de son palmarès cette année, mais très très présent en course. Oyar Lascano, déjà vainqueur l'année dernière des boucles de la Mayenne aussi, et 2e à travers les Flandres, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis on en avait déjà parlé lors de certaines Vuelta, mais c'est aussi la région d'Igor González de Galdeno, bien entendu d'Iban Mayo aussi, ou de Igor Anton aussi, mais c'est déjà des coureurs, je crois qu'on en a parlé d'Igor Anton aussi. Mikel Landa est pas très loin aussi de la région. Là, Igor Anton, équipier pendant très longtemps, entre 2005 et 2018. 4 victoires d'étape quand même sur la Volta, une sur le Tour d'Italie et je crois jamais sur le Tour de France. 3e d'un Tour de Suisse en 2008, Igor Anton. On poursuit avec la stratégie. Donc moi, vous avez bien compris, je vois plutôt la victoire d'une échappée. Je pense que c'est encore une fois pas assez dur pour des leaders du général et trop dur pour des sprinteurs. Je ne vois pas un sprinter, une équipe lancer vraiment les hostilités du côté des sprinteurs. Voilà, hier il y a eu sprint, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on va maintenant du côté des équipes de sprinteurs se préparer, en plus se consommer de l'énergie aujourd'hui. Ça veut dire peut-être potentiellement ne pas réussir à finir l'étape de samedi. Donc je crois qu'on va plutôt finir en roue libre. L'idée, ça sera surtout d'arriver dans les délais sur les prochaines étapes et pour ça il faut conserver un petit peu d'énergie. Aujourd'hui, parmi mes favoris, donc j'ai mis que des grosses cotes, vous l'avez bien compris. Attila Valter, le coureur de la Visma Lease Bike, souvent il a fait le travail pour Van Aert. Là il aura peut-être sa carte, surtout que Sepkov c'est quand même en dehors du top 10 encore, donc ça peut peut-être valoir le coup de tenter sa chance. Bruno Armirail, qu'on a beaucoup vu à l'attaque. Bon, Ben O'Connor aura peut-être pas besoin forcément de lui aujourd'hui, et puis de toute manière Ben O'Connor avec 5 secondes d'avance sur Roglic et bon, une 20 sur Enric Mas et une 40 sur Carapaz, tu sais que ça va être quand même très très compliqué de garder le maillot rouge. Mario Frigo, Mario Frigo, le coureur de Israël. Lui aussi, faut toujours s'en méfier. Il est en forme depuis le début de cette Vuelta, mais souvent il a dû faire le travail pour d'autres coureurs de sa forme. Marco Frigo, c'était pas Mario, je me disais bien qu'il y avait un problème avec le prénom. J'ai fait un mix entre son prénom et le prénom de son père. Et même pas parce que je sais même plus si c'est de la famille de Dario Frigo, je crois pas, je crois que c'est juste un homonyme. Mais du côté de Marco Frigo, oui, il a été présent sur cette Vuelta, très offensif. Là, je pense que ça peut être sa chance, sa carte, c'est un terrain qui peut vraiment bien lui convenir. J'ai pas mis Mauro Schmidt en grosse cote. J'ai hésité pendant très longtemps à le mettre, puis je me suis dit, il a quand même fait beaucoup d'efforts sur l'étape d'hier. Ça va peut-être lui coûter un petit peu dans les chambres. Donc en grosse cote, Baroncini, le champion du monde espoir, qui, on voit UAE est très à l'offensive. Ça peut peut-être être une belle carte, Baroncini, avec une bonne pointe de vitesse. Si on n'arrive pas à faire la différence dans le final, qu'on est dans un petit groupe à 5 ou 6, Baroncini il peut le faire, il peut gagner au sprint. Et puis ça reste un coureur qui a quand même des belles qualités, donc je le tente en grosse cote. Programme télé, départ fictif à partir de 13h05. Zubilaga à 135 km de l'arrivée entre 14h19 et 14h24. L'Alto des Rivas et Terezo, deuxième catégorie, 97 km de l'arrivée entre 15h08 et 15h19. Le Puerto Herrera en première catégorie à 45 km de l'arrivée entre 16h19 et 16h36 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h42. Et puis nous on se retrouvera entre 21h et 22h pour faire le débrief de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et ciao ciao sur la Mec Production.